Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Débrief de la grande finale de cette Coupe du Monde 2023 de football féminin. On connaît enfin le vainqueur de cette compétition. On va pas faire de grand suspense, c'est l'Espagne qui s'est imposée 1-0 face à l'Angleterre. On parlera de la compétition du tournoi de l'Espagne. Pareil du côté de l'Angleterre. On fera un petit bilan de ce tournoi et puis on parlera du match, bien entendu, et des meilleures joueuses de cette rencontre en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce match. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast, à ma TikTok également, avec le débrief. Alors là, j'ai pas fait le débrief de la finale parce que j'ai dû faire 2-3 petites autres choses en même temps. On commence tout de suite avec ce match. Ça a été une finale tendue. Il y a deux types de finales. Soit on a une équipe qui prend vraiment l'avantage sur l'autre et qui déroule, soit on a un match très fermé et qui se tend de plus en plus au fur et à mesure des minutes. On est un petit peu sur ce format-là. L'Espagne, en fait, il y a eu vraiment une offensive qui a bien marché, qui a été au bout. Il y a eu 2-3 autres tirs qui ont été détournés par Marie Epps, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions qui ont été dangereuses pour Earps. Du côté de l'Angleterre, il n'y a pas une occasion qui était dangereuse. L'Angleterre n'a pas réussi à être efficace dans les 30 derniers mètres. C'est ce qui a fait la différence entre ces deux nations, mais c'était un match assez fermé. Il y a eu un moment dans la rencontre, vers la 70e minute, où on a senti que l'Espagne, après le penalty, tu vois, ils n'arrivent pas à marquer le deuxième but, et là, le jeu s'est vraiment tendu, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, il y a eu beaucoup de duels, on était vraiment physique, et les Espagnols en ont profité pour aller provoquer les fautes. Et les joueuses anglaises sont un peu tombées dans le panneau à ce moment-là, et elles ont enchaîné pas mal des fautes, ce qui a ralenti encore plus le jeu. Il y a eu des gros moments de pause dans cette rencontre, donc c'est vrai qu'à partir de la 70e, le match est pas très plaisant à suivre. On va pas se mentir. C'est pas le meilleur match du tournoi, par exemple. Si vous voulez par là, je pense que il y a moi le Espagne-Pays-Bas que j'ai revu en replay était vraiment sympa, par exemple, dans les matchs du tournoi. Du côté de l'Espagne, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Du côté de l'Espagne, toujours ce jeu de possession. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça prouve quand même, du côté de l'Espagne, que ce jeu-là de possession, quand il est bien réalisé, quand c'est pas du handball, quand c'est bien réalisé, ça permet toujours de gagner des matchs de foot. Parce que c'est typiquement le jeu à la barcelonaise. On fait tourner le ballon et puis d'un coup on accélère et on change de rythme violemment et ça déclenche des ouvertures. Alors on fait tourner le ballon de droite à gauche avec la défense et d'un coup on trouve une ligne de passe et ça débloque la situation. C'est ce qu'a fait l'Espagne pendant une grande partie de ce tournoi quand même, de jouer de cette manière-là, de jouer avec la possession du ballon. Ça a marché face à l'Angleterre. Vraiment, ça a très très bien marché. Le problème de cette Espagne féminine, c'est que devant, Paraluelo notamment a raté pas mal d'occasions. Mais c'est pas la seule qui a raté des occasions. Redondo aussi a manqué des tirs. Ça a manqué peut-être un peu de joueuses tueuses. Dans les 30 derniers mètres. Il y a eu des mauvais choix offensifs à certains moments. Mais bon, c'est pas comme si notamment Esther avait fait un grand tournoi aussi. Donc là, on a mis Paraluelo. Esther, je pense pas qu'elle aurait fait mieux. Et Paraluelo arrive à créer du danger, même sans le ballon. Grâce à sa vitesse, elle fait peur un petit peu à tout le monde. Mais il a manqué des joueuses tueuses devant, parce que pour moi le fait qu'elles ne gagnent que 1-0, c'est presque une déception, parce qu'elles ont quand même dominé la rencontre. Les Anglaises n'ont pas montré grand chose dans ce match. Bon, je vous l'avais dit, pour moi le vainqueur était dans la première demi, je le dis depuis quelques temps quand même. C'est que je sentais bien que Espagne-Suède c'était au-dessus de ce qu'était pas capable de proposer l'Angleterre et l'Australie. L'Angleterre a quand même eu un gros avantage, c'est d'avoir un tirage au sort qui lui permet d'avoir un huitième, un quart et une demi tout à fait à sa portée.
Voilà, avec une marge de sécurité sur ces adversaires-là. L'Espagne, la Suède, ils ont dû éliminer les États-Unis et le Japon. L'Espagne, il a fallu sortir les Pays-Bas. Donc ça n'a pas été un tournoi facile pour ces deux nations, hein. Il a fallu jouer fortement. Alors que Australie et Angleterre avaient eu des matchs un peu plus faciles. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence. Ouais, pour moi l'Espagne, toujours ce jeu de possession, mais quand il est bien réalisé, ça fonctionne. Le défaut, moi je dirais, c'est cette défense qui a des fois du mal à se replacer rapidement. Mais comme les joueuses anglaises n'ont pas réussi à être assez précises, parce qu'elles n'avaient pas assez de ballons, et qu'il y a eu des erreurs de précision pendant tout le match, pas mal de déchets techniques pour Russo, Hemp, Toon aussi. En fait, le vrai problème pour moi, c'était Toon dans ce jeu offensif. Ça a permis aux Espagnols de ne pas être vraiment en danger. Catacol, pas mauvais match, même si on sent qu'elle manque encore un peu d'expérience à ce niveau-là de compétition, mais pas mauvais match. Et puis des bons choix de la part de l'entraîneur Jorge Vilda pendant cette compétition. Mais ça, on y reviendra on peut y revenir maintenant. Le bilan de cette compétition du côté de l'Espagne, le choix de l'Espagne était le bon, le choix de la fédération espagnole était le bon. Nous, en France, on a décidé de changer l'entraîneur. Eux, en Espagne, ils ont décidé de faire sans les frondeuses. Et quand tu as un talent, quand tu as du talent, je pense que tu peux faire sans. Et ça a peut-être permis d'avoir un groupe qui vivait très bien aussi. Et d'avoir un entraîneur qui pourtant avait la pression, mais qui n'a pas hésité à faire des choix forts, se passer d'Esther, se passer également de la gardienne, de changer de gardienne en cours de tournoi. Voilà. Putellas aussi, qui a très peu joué sur la deuxième partie de compétition, de faire quand même confiance à Paredes en défense centrale, qui pourtant avait eu un match face au Japon compliqué. Il a fait des choix forts, Jorge Vilda, pendant ce tournoi, alors que pourtant il avait la pression. Je ne suis pas sûr qu'après le 4-0, la presse espagnole avait été très sympathique envers lui. Il y a beaucoup de choses qui s'attendaient après, je pense, le match face au Japon s'attendait à ce qu'il perde. Moi, j'étais pas très rassuré après le match face au Japon. Je me suis dit, ça va faire comme d'habitude pour l'Espagne. On va se retrouver un petit peu dans la même situation. Je pense que le match face aux Pays-Bas est un match vraiment qui a été fédérateur pour la suite du tournoi. Et ensuite, face à la Suède, elles font un match très solide. Là encore, face à l'Angleterre, même si elles n'ont pas été énormément gênées, elles font un match solide. Elles ne paniquent pas en fin de rencontre. Très bien mentalement sur ce tournoi. Cette équipe a réussi à rester concentrée. Je rappelle, c'est pas souvent qu'une équipe qui perd 4-0 en phase de poule s'impose sur une Coupe du Monde. Donc et je trouve que Jorge Vilda a fait des choix forts et des choix forts qui ont été payants. Et il a su prendre des risques. Il aurait peut-être pu se dire, je vais pas prendre trop de risques, sinon je vais me mettre à dos encore la moitié de l'équipe. Mais non, il n'a pas hésité. Il est allé au front. Et là, je peux vous dire que Jorge Vilda, il apporte le premier titre de l'Espagne chez les filles. On ne peut pas dire que les garçons, ces dernières années, ça soit une énorme réussite. Autant vous dire que là, il va être idolâtré. Et les frondeuses, ça va pas être facile pour elles. Les frondeuses, s'il avait été éliminé en 8e, les frondeuses revenaient et puis il était viré. Mais à partir du moment où il gagne la Coupe du Monde, ça va être dur. Ça va être très très dur. Et moi, je trouve que le choix de l'Espagne était bien plus intelligent que le choix de la France. Parce que, est-ce qu'on ne serait pas allé en quart sans Wendy Renard ? Je pense que si. On pouvait se passer de Wendy Renard, on pouvait se passer de quelques joueuses de cette équipe de France qui ne voulaient plus de Corinne Diacre. Je pense qu'on aurait été aussi loin dans la compétition. Donc, et on a créé un précédent que n'ont pas créé les Espagnols. La fédération est au-dessus de tout. Ce n'est pas les joueuses qui font l'équipe, c'est le sélectionneur et la fédération. Les joueuses, elles ne sont que de passage en équipe nationale. Voilà, il faut se souvenir de ça, ce qui a été l'erreur, je pense, de la fédération française, mais une fédération en France qui ne ferait pas d'erreur, au niveau d'une fédération sportive, c'est très rare. Une fédération française sportive qui n'est pas gangrénée par des problèmes, c'est également extrêmement rare.
On passe à l'Angleterre. Pas grand-chose à dire d'autre du côté de l'Angleterre que ça a été un match où elles n'ont pas vu le jour. Elles n'ont pas vu le jour, elles ont été en grande difficulté pendant toute la rencontre. Encore une fois, c'est presque une surprise qu'elles ne se prennent qu'un 0. Il a fallu une grande Mary Earps. Millie Bright, Greenwood ont fait Millie Bright, Carter, Greenwood ont fait des belles interventions. La défense à 3, c'était pas mal, sauf que le problème de cette défense à 3, c'est qu'elle laisse un trou que Paraluelo a. Enfin, ça laisse des espaces, Paraluelo en a profité. Caldente aussi dans le trou de Lucy Bronze, mais Lucy Bronze fait pas un grand tournoi au final. Devant, il leur manquait une tour de contrôle, c'est-à-dire que M. Rousseau, c'est des joueuses rapides, mais c'est pas des joueuses qui apportent suffisamment d'impact physique dans la surface adverse. Et la Toon sur ce match a pris l'eau. Autant sur les autres rencontres, je l'avais trouvé pas mal. Ce changement un petit peu tactique, je trouve, avait fait du bien. Autant là, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu du tout. Bien pris par le milieu de terrain espagnol. Et puis ce milieu de terrain anglais qui, en général, s'est fait marcher dessus par les Espagnols. C'est-à-dire que Daly, Walsh, Stanway, Bronze, Toon, on les a très peu vus dans la rencontre. Mais encore une fois, tu as eu un milieu de terrain qui a été en difficulté. Mais le milieu de terrain qui avait déjà pas fait un grand Euro, mais là ça a été encore pire. Stanway Walsh, Walsh en plus elle provoque le penalty. Ça a quand même été un tournoi compliqué pour Stanway Walsh. Je trouve encore plus pour Walsh même que pour Stanway. Mais ça n'a pas été un grand tournoi. Rousseau, dès que le niveau a un peu augmenté, elles ont un peu disparu. Et puis après derrière ça a été compliqué. C'est rare quand même de voir en finale de Coupe du Monde une équipe avec autant de défauts. C'est pas arrivé souvent non plus. Parce que l'Angleterre fait pas un grand tournoi. Pourtant, elles sont en finale, mais je trouve qu'elles n'ont pas fait un grand tournoi dans le jeu. J'ai largement préféré l'Euro qu'elles avaient réalisé. L'Euro, j'avais trouvé très bon. L'Euro des Anglaises. Elles nous avaient martyrisé en demi. Mais même face à l'Espagne. Je me souviens du match face à l'Espagne. Elles avaient fait vraiment un grand match. Et là, elles arrivent en finale, certes, mais en faisant un tournoi qui a été, pour moi, assez décevant. Et ouais, j'ai pas été convaincu par l'Angleterre sur cette compétition, mais vous le savez, hein, on en a parlé sur les autres matchs. Défensivement, là, ça marchait pas mal. Même si je trouve que Paraluelo trouvait des espaces un peu trop souvent. Elle prenait de vitesse cette défense anglaise, mais bon. Bright, Greenwood et Carter sont pas des joueuses. Quoique Carter, si, quand même parfois en vitesse, elle arrivait à faire des choses, mais bon, c'est pas les joueuses les plus rapides. Et puis je trouve que le banc n'a pas apporté grand-chose. Quand tu vois England, ça n'a pas apporté grand-chose. Chloé Kelly non plus. Bon, James un peu mieux. Mais ces joueuses anglaises, ouais, étaient en panne de solution, tout simplement. En panne de solution. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Le fait d'arriver en finale est déjà une bonne chose. Mais encore une fois, grâce à un tirage au sort qui a été plutôt intéressant. Mais en fait, les problèmes que je notais lors du premier match face à Haïti, d'une équipe qui n'était pas très flamboyante, vous prenez le débrief que j'ai fait du match face à Haïti, vous reprenez ce match-là, j'ai à peu près le même avis. J'ai pas été convaincu par cette équipe anglaise pendant ce tournoi. Il y a seulement le match face à la Chine, mais avec une Chine qui était physiquement cramée complet. Sinon, ça a été difficile. Donc ouais, déçu par l'Angleterre, mais ce que j'avais prévu avec une Espagne qui serait au-dessus de l'Angleterre sur cette finale, c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. On passe tout de suite aux choses du match. Du côté de l'Espagne, j'ai mis Caldente en plus. Je trouve qu'elle a apporté beaucoup. Je trouve qu'on l'a beaucoup vu. On l'a beaucoup trouvé. Parfois avec des actions vraiment très bonnes. Donc ça, j'étais content. J'aurais pu mettre Hermoso aussi, qu'on a plus vu que sur certains autres matchs de cette compétition. En flop, même si on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup trouvé, Paraluelo, elle devait cadrer beaucoup plus de frappes. Elle a fait parfois des mauvais choix offensifs.
ça manquait elle n'avait pas le côté tueur, voilà, que doit avoir un attaquant. Le côté frappe chirurgicale, là on l'avait pas vraiment du côté de Paraluelo. C'est un petit peu dommageable. Mais elle a apporté beaucoup à cette équipe espagnole, hein, en termes d'impact offensif quand même pendant ce tournoi. Et puis du côté de l'Angleterre, en flop Lucy Bronze. C'est pas un placement qui lui convient à Lucy Bronze. Voilà. Elle n'était pas dans le bon timing. Soit elle était devant toute seule, mais ça créait des espaces dans la défense, soit elle était trop en défense, et ce qui fait que ça manquait d'impact offensif. Elle arrêtait pas de faire des allers-retours, mais un peu dans le vent. Et défensivement, elle a vraiment souffert sur ce match. Et puis en plus, j'ai mis Marie Earps parce que s'il n'y a qu'un but, c'est parce qu'elle a fait des bonnes interventions. Et même sur le but, elle est sur le ballon, mais vraiment le tir est placé parfaitement, ce qui fait qu'elle ne peut pas l'atteindre. Je trouve qu'elle a fait vraiment un bon match, Marie Earps, dans cette rencontre. En flop, j'aurais pu mettre Walsh aussi. Hein. Walsh ou Toon, qui n'ont pas été sensationnels. Bilan de cette Coupe du Monde. Bilan global, ça a été une Coupe du Monde où il n'y avait pas une équipe au-dessus du lot, ce qui a rendu les matchs de phase de poule avec beaucoup d'incertitudes, des matchs très serrés, très fermés. Il y a eu beaucoup de matchs avec des 1-0, des 2-1, voire des matchs nuls. Des équipes qui ont souffert, hein, l'Allemagne, les États-Unis, voire même les Pays-Bas qui se sont fait éliminer assez tôt. Du côté du bilan dans les stades, j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait plus de monde dans les stades que pour la Coupe du Monde en France, parce qu'on avait tous dit « Oh, la Coupe du Monde en France », enfin beaucoup de gens avaient dit « Ça a été une grande fête ». Bah, j'avais dit « Ah bah c'est facile ». On avait dit « Oh, le taux de remplissage des stades est incroyable ». Enfin, en même temps, c'est facile. Quand tu fermes la moitié de l'Alliance Riviera, c'est plus facile de le remplir. Il y avait les 3/4 des stades qui étaient en fait où il y avait des tribunes de fermées. C'est pour ça qu'on avait eu un taux de remplissage genre à 90% des capacités, parce que l'Alliance Riviera, il y avait la moitié du stade qui était fermé. C'était pareil à Montpellier, au stade de la Mosson. Là, j'ai eu l'impression... Alors, il y a eu quand même que les stades, dans les phases à élimination directe, il y avait pas mal de monde. Alors, il n'y avait pas forcément tout le temps des grands stades non plus, ce qui permet de remplir un peu plus facilement aussi. Il y a quand même eu des matchs où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand monde en phase de poule. Donc ça c'était un peu dommageable et pas forcément dans des petites équipes, hein. Il y a un match de l'équipe de France où il n'y a pas grand monde par exemple, le France-Brésil c'est pas plein, je crois me rappeler, donc il y avait pas mal parfois de tribunes un peu vides, donc c'est un succès correct, mais il ne faut pas non plus s'émerveiller de manière incroyable. Tous les matchs n'étaient pas à guichet fermé, voilà, il y avait des matchs où il y avait des places vides, mais j'ai l'impression quand même que c'est un tournoi qui a été mieux réussi que le tournoi de 2019 fait par la France. Mais par rapport à l'Euro de l'année dernière, ils avaient choisi des petits stades, enfin des plus petits stades, mais par exemple Wembley était rempli pour la finale. Donc il y avait eu des matchs comme ça, Wembley c'était plein. Mais il y avait un petit stade aussi où il y avait une petite ambiance champêtre. Bon, mais j'avais peut-être préféré l'ambiance sur l'Euro 2022. Bon, après les retombées commerciales, bon, la FIFA va toujours dire que c'est exceptionnel. Bon, on connaît un petit peu le topo là-dessus. Et en France, au niveau des audiences, là aussi c'est correct, mais c'est pas... Alors il y a des matchs qui ont bien marché. Je pense notamment la demi-finale de l'équipe de France, le quart de finale de l'équipe de France. On est à 70% de part de marché en France. Donc ce qui est très 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 bien, même si c'était le matin, 70% de part de marché. Je ne parle pas d'audience en millions de téléspectateurs, je parle en part de marché, c'était excellent. Par contre, sur les autres matchs de poule en dehors de la France, il y a des matchs qui ont fait 7% de part de marché, 8% de part de marché. Parfois pourtant à des horaires extrêmement tôt, donc qui auraient dû faire des parts de marché importantes. Ça c'est pas top. Voilà, donc c'est correct, mais sans plus là aussi du côté des audiences en France. Bon, nous on se retrouve pour le foot féminin. Il y aura les Jeux,
Je pense qu'on n'en parlera pas avant les Jeux Olympiques, sinon il y aura l'Euro. Enfin, pendant les Jeux Olympiques, vous savez que c'est un petit peu particulier de format sur la chaîne. Surtout que là, je ne sais pas encore comment je vais faire avec les Jeux de Paris parce qu'il y aura une amplitude horaire assez importante. Je pense qu'il y aura beaucoup de contenu sur TikTok et peut-être beaucoup de contenu de courtes vidéos sur TikTok et sur YouTube en short, peut-être, plus que des vidéos long format. Euh, et puis peut-être que d'ici là, j'aurai la fibre. On peut encore croire en ses rêves. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Il y aura du cyclisme, la Vuelta, l'athlétisme pendant cette semaine. Enfin voilà, il y aura encore pas mal de contenu sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Production.